Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui donc avec Jérémy Lecoq, moi-même et Melchior Courtois Bonjour à tous. pour la revue d'actualité de l'OSIR qui retrace tous les événements un peu marquants qui ont eu lieu au cours du mois précédent. Et donc sans plus tarder, on commence. Donc comme d'habitude avec un rappel du support pardon, pour Windows. Donc d'abord Workstation. Donc a priori rien à déclarer. Et Windows Server. Donc c'est pareil, vous avez encore un peu de temps. On attaque les failles, en commençant comme d'habitude par le bulletin d'avril, le patch Tuesday de Microsoft, qui a patché pas loin de 134 vulnérabilités. Donc le côté positif, c'est que pour ce patch Tuesday, on n'a qu'une vulnérabilité de type 0D qui a été patchée, donc qui touche le pilote CLFS, qui est un pilote qu'on retrouve principalement dans les environnements Windows qui permet de gérer des gros volumes de fichiers de log, avec une écriture continue, ce qui est assez intéressant. Donc ici, dans ce pilote CFS, on retrouve on a une élévation de privilèges donc, qui permet d'obtenir les droits NT système. Donc c'est une vulnérabilité qui est actuellement pas mal exploitée, a priori surtout par le groupe en RansomX. Je ne vais pas en parler plus parce qu'on a un point qui est dédié sur ce sujet. Et a priori, la vulnérabilité affecte toutes les machines, donc Windows Workstation 10 et 11, ainsi que Windows Server, version supérieure ou égale à la 2008. Et ensuite, on retrouve pas mal de vulnérabilités intéressantes qui sont critiques, qui ont été corrigées également. On a pas mal d'RCE donc sur Office, sur les passerelles des services de bureau à distance, sur l'hyperviseur de Microsoft Hyper-V, dans le protocole LDAP et sur la stack TCP/IP. Première vulnérabilité sur système. Alors, c'est plus exactement sur les switches Fortinet. Donc, c'est une RCE qui est facilement réalisable sur les équipements. Il permet de modifier le mot de passe admin et il est réalisable simplement en envoyant une requête spécifique sur l'endpoint set password, donc à partir soit de l'URL, soit d'une API. Je vous ai mis un tableau avec les branches des FortiSwitch, les versions affectées et les versions avec le patch. Donc pour information, si la mise à jour est impossible, vous pouvez tout simplement désactiver l'accès HTTP ou HTTP, HTTPS sur les interfaces d'administration. Et vous pouvez aussi restreindre l'accès aux équipements FortiSwitch uniquement aux hôtes de confiance. Ensuite, on a encore une élévation de privilèges, donc cette fois côté kernel Linux. Donc on a une vulnérabilité de type use after free. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous allez chercher à exploiter le fait qu'un programme continue d'utiliser un espace mémoire même après l'avoir libéré. La vulnérabilité se trouve plus précisément dans son sous-système VSOC. Donc, c'est une vulnérabilité qui est assez intéressante, surtout qu'on a pas mal d'informations liées aux POC qui ont été poussées sur le comment peut être exploitée cette vulnérabilité. Donc ici, en fait, donc, je vous le dis, cause mauvaise gestion du compteur de référence lors du retrait de socket, donc VSOC remove sock, entraînant la libération prématurée d'objets VSOC. Donc déjà, le sous-système VSOC, c'est ce qui va permettre la communication entre vos machines virtuelles et votre hôte, donc via des sockets dédiés. Donc, par exemple, sur Linux, ça peut être en hyperviseur, on pense par exemple à KVM ou à VMware. Donc, vous allez utiliser ces sockets privilégiés pour permettre l'échange entre vos différentes couches. Et donc, pour l'exploitation, comment ça se passe? En fait, vous allez récupérer des objets VSOC qui ont été libérés en essayant d'intercepter les échanges dans vos buffers, donc, ce qui permet l'échange de données euh, entre processus. Une fois que vous avez récupéré ces objets, vous allez essayer d'utiliser la fonction vsoc diagdump qui va vous permettre de récupérer des informations internes sur le noyau. Donc, ce qui vous permet en plus de contourner la mesure KSLR, qui est là pour randomiser les adresses mémoire au sein du noyau, ce qui normalement vous permet qui empêche un attaquant de récupérer facilement des informations sur le kernel.
Donc vous contournez ça et à la fin, vous avez les infos, vous avez votre objet VSOC. Et donc vous pouvez essayer d'utiliser donc la fonction SK, vous avez la liste qui vous permet de fermer un socket. Lié à une chaîne ROP, vous pouvez essayer de manipuler les flux d'exécution du programme pour essayer, en appelant la fonction commit creds, de changer des identifiants de sécurité du processus et donc, a priori, si vous avez la main libre dessus, de passer route. Et donc, vous avez un patch pour cette vulnérabilité. Côté application, on a une vulnérabilité sur WhatsApp. Donc, alors ça concerne uniquement le WhatsApp sur Windows et ça permet à l'attaquant de duper les utilisateurs via des fichiers malveillants. Donc, actuellement, on n'a pas d'exploitation qui est connue. Le patch est disponible donc pour la 2.2450.6 pour Windows. La limitation, c'est que l'utilisateur du coup ouvre la pièce jointe où on a besoin d'une action d'utilisateur et il n'y a pas eu de communiqué encore de méta concernant une utilisation un peu forte de cette vulnérabilité. Côté Commvault, alors certains utilisent peut-être la solution de sécurité Commvault. Il y a une RCE au niveau de la fonction de déploiement de paquets sur le Command Center, donc l'utilisation de l'URL Command Center deploy web package .do. Elle permet de faire un dépôt d'une archive zip spécialement conçue qui pouvait contenir un point JSP malveillant. Selon un communiqué qu'ils ont fait, la vulnérabilité serait fortement exposée, même si ce serait sur peu de clients. Le patch est déjà disponible. Cependant, le patch n'est pas suffisant en lui-même, selon eux. Il faut effectuer aussi les mises à jour complémentaires qui seront les SP38 CU25. Donc, côté application, toujours, on a donc une faille critique exploitée sur SAP NetViewer, donc plus précisément dans son composant Visual Composer Development Server. L'outil est une plateforme qui vous permet donc d'intégrer des applications d'entreprise, donc qui est développée comme son nom l'indique par SAP. Et donc pour la vulnérabilité, donc dans son composant justement qui vous permet de gérer ces applications, vous avez une vulnérabilité de type zéro clic. Donc ça veut dire que pour exploiter cette vulnérabilité, vous n'avez pas besoin que d'une interaction utilisateur. Donc vous n'avez pas besoin également d'authentification préalable. Et grâce à ça, bah, vous pouvez essayer de téléverser, donc d'uploader un exécutable sur ce serveur. A priori, n'importe quoi, même un web shell. Et donc forcément, ça vous permet d'avoir la mainmise sur le serveur. Donc il faut savoir que ce composant, justement Visual Composer Development Server, est désactivé par défaut. Mais bon, il est très utilisé. Donc a priori, même s'il était désactivé lorsque vous avez setup le serveur, vous avez dû l'activer entre-temps en le sachant. Donc, bon, j'ai mis attaque en cours dans le titre parce que, a priori, c'est une vulnérabilité qui est pas mal exploitée aussi. Donc, il y a une campagne qui a été détectée, qui aurait démarré à partir du 27 mars. Je vous ai mis la source, qui identifie pas mal d'exploitations de cette vulnérabilité. Et c'est plus précisément VC Framework 750 qui est vulnérable. Vous avez un patch qui est dispo depuis le 25 avril. Donc, source selon ONIF, il y aurait pas loin de 1284 adresses IP uniques vulnérables à cette faille, et sachant que 474 serveurs SAP sont déjà compromis, et vous avez, vous avez des stats sur l'image de droite. Vulnérabilité sur WinZip. Donc là, c'est plus exactement un contournement du MOTW, donc Mark of the Web, qui est pour rappel le mécanisme de sécurité Windows qui signale les fichiers, qui signale les fichiers téléchargés sur Internet, déclenchant des avertissements lorsque les utilisateurs tentent d'ouvrir du contenu potentiellement dangereux. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que lors de l'extraction d'une archive, vous perdez cette balise, donc MOTW, et ça permet de faire de l'exécution de macros et de logiciels plus silencieusement. Donc toutes les versions impactées jusqu'à la 29.0 sont impactées, enfin toutes les versions sont impactées pardon, par cette vulnérabilité et il n'y a pas encore de patch disponible. Donc ce qu'on peut vous recommander, c'est de bien penser à analyser les fichiers téléchargés avec un antivirus juste après. Comme d'habitude, vous retrouvez donc un graphe qui vous déclare donc les failles donc sorties par rapport au top je sais plus combien, fabricant.
C'est toujours intéressant si vous voulez réutiliser ces stats. Ensuite, donc ça c'était les vulnérabilités. On voit maintenant les événements un peu marquants, que ce soit des piratages, des pannes ou des fuites de données. Et donc tout de suite, juste après vous avoir parlé de FortiSwitch, maintenant je vous parle de Fortinet, donc leur firewall. Plus de 17 000 firewalls corrompus chez eux. Donc la vulnérabilité permet de conserver un accès en lecture seul au système corrompu, même après la correction d'ailleurs des derniers patchs. Donc comment ça fonctionne en fait, c'est mise en place d'un lien symbolique qui serait considéré en tant que backdoor et qui permettrait de faire de la lecture de fichiers, des fichiers de configuration et d'identifier ensuite potentiellement d'autres vulnérabilités de configuration après. La communication a été faite auprès des entreprises qui seraient victimes de ça directement par Fortinet. Donc, ils ont publié une signature AVIP qui était capable de détecter et de supprimer le lien symbolique. Et dans le dernier patch, ils ont mis en place un système qui mettait la détection et directement la suppression du lien. Pour information, en Europe, on était autour de 3 800 équipements corrompus et en Asie, plutôt vers 8 000 équipements. Donc, je vous ai mis un exemple typique de supply chain attack qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, qui ciblait les serveurs Linux via des modules Golang malveillants. Donc, je vous ai mis les liens vers ces modules, sachant qu'ils sont plus disponibles. C'est des modules qui usurpent l'identité de vrais modules, c'est-à-dire que ces trois noms, donc TLS Proxy, GoMCP et Prototransform, sont très proches de noms de modules existants et a priori bienveillants. Le but de ces trois modules, c'était justement de supprimer toutes les données de votre slash dev slash SDA. Je vous ai mis à coup de zéro. En gros, ce que ça faisait, vous aviez du code obscurci, caché dans ces modules qui globalement faisaient tous la même chose. Donc un wget pour télécharger un script malveillant qui allait vous effacer toutes les données de votre dev slash SDA. Donc avec un slash dev slash 0 avec l'utilitaire DD que vous retrouvez sur toutes vos machines Linux. Donc forcément, ça rend la récupération très, très difficile, voire impossible, sauf si vous êtes expert dans le sujet, car vous réécrivez tous les octets de votre disque, tous les bits de votre disque. Et donc c'est une campagne qui a été détectée en avril. Donc ce que je vous disais, c'est que les modules maintenant, heureusement, ne sont plus disponibles. Ensuite, la CE 2025-24054, vous en avez peut-être déjà entendu parler parce qu'on en a parlé dans le précédent, dans la revue précédente. Donc, elle concerne une vulnérabilité qui avait été patchée lors du patch Tuesday de mars 2025. Donc, à l'époque, elle avait été identifiée comme n'étant pas forcément très exploitée, ce qui est maintenant le cas selon Microsoft. Il y a une campagne de phishing qui a été observée en fin avril en Pologne et en Roumanie. Comment ça se passait? C'était des mails qui contenaient des liens Dropbox qui pointaient vers des archives zip qui renformaient un fichier .library -ms. Donc ça, c'est votre fichier malveillant. Pour Microsoft, enfin pour Windows plus précisément, ce type de fichier, justement, il vous permet d'afficher des bibliothèques virtuelles et le but ici, c'était de détourner cet usage pour appeler un appel enfin, une connexion SMB vers un serveur malveillant, ce qui permettait aux attaquants de capturer, entre autres, des hash NTLM, utilisés pour la connexion SMB, et donc de pouvoir utiliser ce hash soit dans le but de le casser pour essayer de récupérer les mots de passe d'origine, soit pour faire du relais NTLM et tenter une connexion redirigée vers d'autres serveurs internes, même si là, forcément, ça demande à l'attaquant d'avoir un petit peu plus d'accès sur le réseau initial. A priori, cette campagne était associée à APT28. Bon, pareil, on en parlera un petit peu plus tard. Et là, vous avez
des indicateurs, deux adresses IP associées justement à PT28, 159, 196, 128, 120 et 194, 127, 179, 157. Toujours côté piratage, vous avez peut-être vu passer cette image, c'est un peu zoomé, où on voit Mike Waltz, donc conseiller sécurité de Trump, qui utiliserait a priori Signal, donc ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas Signal, mais TM SGNL, donc qui est une copie israélienne de Signal. Donc je rappelle, hein, Signal, c'est un projet open source, donc vous êtes libre de le forker et d'implémenter vos propres features. Le problème, c'est que la sécurité a été rétrogradée pour ajouter des fonctionnalités. Et a priori, la fonctionnalité majeure de TM Signal, c'est justement d'archiver des messages. Mais le problème, forcément, c'est que l'archivage des messages, bah, ça rentre un peu en contradiction avec la notion de chiffrement de bout en bout, car ça veut dire que avant et après, vous faites une copie de ces messages dans le cloud, ce qui veut dire que on peut retrouver quand même les messages échangés en clair quelque part. Et ici, le problème, c'est que c'était vers un serveur pas sécurisé. Et donc, si vous coupez ça avec le fait également de trouver des identifiants hard-codés donc dans l'outil, que vous pouvez retrouver de manière lisible dans le code de l'outil, bah forcément, vous avez des gros problèmes de sécurité. Et ici, bah, en résulte le fait que Télémessage, la société qui a initialement développé l'outil, donc qui a été racheté entre-temps, et bah, elle a subi une fuite de données, donc justement de ces données archivées. Son serveur cloud justement s'est fait compromettre et donc vous avez un extrait donc, qui dit que dans ces informations volées, vous retrouvez le contenu donc de messages, enfin des messages, vous retrouvez des noms, vous retrouvez des coordonnées de fonctionnaires, des noms d'utilisateurs, des mots de passe du panneau de gestion de télémessages, donc super, ainsi que des indications sur les agences et les entreprises qui pourraient être clientes de télémessages. Donc incroyable. Ici, le gros problème aussi, c'est que forcément, ça a fait un mauvais coup de pub à Signal, alors que, a priori, les deux sont, j'ai envie de dire, décorrélés, parce qu'au final, c'est un fork qui a été presque totalement retravaillé, et donc il n'y a pas de raison que des retombées se fassent sur Signal, qui n'a rien à se reprocher. Ensuite, côté malware, c'est un cas qui est assez drôle, donc React-HTML2 PDF, enfin, tout PDF.js, donc qui est un paquet un paquet NPM donc qui justement cette découverte a été faite par Aikido Security et en fait a priori le paquet avait l'air totalement bienveillant, mais si l'analysiez un petit peu plus près vous pouvez remarquer que vous aviez du code caché dans ce paquet espacé par des centaines d'espaces blancs. Et donc, quand on regardait un petit peu plus près ce code, on pouvait trouver un appel avec la fonction eval vers un point de terminaison relativement douteux, ce qui a forcément éveillé des soupçons pour l'équipe de recherche. Et donc, après quelques analyses, on remarquait que le but de ce code, justement, c'était de voler des tokens de session active, d'extraire des trousseaux macOS, et en plus, forcément, de faire du fingerprinting sur les utilisateurs, donc de collecter les profils navigateurs, récupérer les caches et des informations sur les portefeuilles crypto et plus précisément MetaMask. Après, c'est un peu le côté assez drôle, c'est qu'en fait le code ne fonctionnait pas et pour le fun fact, a priori le malware avait été poussé par Lazarus, donc qui est un groupe assez connu nord-coréen. Et donc le code ne fonctionnait pas. Et donc le groupe essayait de débugger son code en live, donc en publiant plusieurs versions par minute, ce qui forcément n'était pas très discret. Et en cherchant un petit peu pourquoi le code fonctionnait pas, en fait, ils avaient oublié d'inclure une bibliothèque qui était obligatoire pour l'exécution du code. Donc ici, c'était Axios. Donc en fait, il suffisait juste qu'ils rajoutent cette ligne require Axios pour que le code fonctionne et qu'ils rajoutent également la bibliothèque dans package.json.
Donc, c'est drôle de voir que même des groupes APT donc, comme Lazarus font des erreurs aussi grosses et heureusement, parce que ça reste une opportunité pour nous de les détecter. Le point qu'on vous avait dit justement sur ransomware, alors qu'est-ce que c'est? C'est une 0D qui était exploitée avec la vulnérabilité, donc la CVE 2025 29824, qui est de type user free, qui permettait une élévation de privilèges zéro-clic, et elle affectait exactement, comme l'a dit Jérémy, le pilote CLFS, qui est le composant lié au système de journalisation. Donc, comment ça fonctionnait en fait? C'était de façon assez relativement simple. Ils utilisaient d'abord le malware PipeMagick comme backdoor et cela, ça permettait directement d'introduire la charge utile pour pouvoir exécuter la vulnérabilité sur la RCE. Les attaques ont été très ciblées avec des victimes qui ont été très variées. On allait de l'organisation américaine du secteur RT au secteur IT, en passant par l'immobilier, une entreprise financière au Venezuela, un éditeur de logiciels espagnol, et même une organisation dans le secteur de distribution en Arabie Saoudite. Chez Hertz, donc cyberattaque et une compromission qu'ils ont eue, il y a eu un communiqué qu'ils ont envoyé indiquant justement cette compromission et un accès autorisé exploitant une 0D. Donc normalement, ce serait lié à la CVE 2024 50623, donc qui a reçu un patch en décembre 2024. Et la compromission aurait permis une extraction une fuite de données qui contiendrait les noms, coordonnées, date de naissance, information de carte bancaire et permis de conduire. Et selon eux, ça pourrait même aller sur, donc là c'est plus un petit nombre de personnes, mais même sur les numéros de sécurité sociale et autres numéros d'identification officiels, tels que les informations sur les passeports, les identifiants Medicare et Medicaid, et des informations relatives aux blessures associées aux réclamations d'accidents de véhicules affectés par l'événement. Donc beaucoup d'informations confidentielles. Ils ont mis en place une offre avec 2 ans gratuits pour un outil de monitoring pour justement surveiller des éventuelles usurpations d'identité à cause de ça. Donc on retrouve un point sur Logbit, donc cette fois de l'autre côté, de l'autre côté de la barrière. Donc pour une fois, c'est pas Logbit qui pirate, mais c'est Logbit qui se fait pirater. Donc ici, en fait, vous retrouvez un extrait de leur interface d'administration, donc qui est accessible via un point oignon, qui a été altéré. Donc vous retrouvez donc l'intitulé Don't do crime, crime is bad, XOXO from Prague. Euh, donc c'est un message relativement moqueur et un lien vers une base de données MySQL qui a été justement volée à Logbit. Donc c'est une base de données qui semble avoir été extraite du panneau des affiliés de Logbit. Donc les données sont datées du 29 avril. Et ce qui vous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a justement dans cette DB. Donc pas loin de 20 tables, vous retrouvez des tables qui sont assez intéressantes, par exemple BTC adresse, donc qui contient 59 975 adresses Bitcoin uniques. Vous retrouvez la table build, donc qui permet de faire le lien entre les entreprises ciblées et les versions des ransomware utilisées, ce qui peut être pas mal pour justement savoir peut-être si des clés existent pour telle ou telle version de ransomware, pour telle entreprise piratée. Ça peut être intéressant aussi pour retracer un peu l'évolution aussi du ransomware. Vous retrouvez la table build configuration où vous retrouvez pas mal de paramètres techniques spécifiques à chaque attaque. Vous avez une table chat où vous avez plusieurs milliers de messages donc de négociation entre Logbit et ses victimes. Donc c'est peut-être une des tables les plus sensibles parce que vous allez peut-être pouvoir retrouver des informations sur des victimes qui ont peut-être payé Logbit alors que peut-être cette dernière n'a pas forcément communiqué en public sur le fait qu'elle avait payé ou pas. Ce qui pouvait aussi des problèmes avec certaines assurances. Et la table user, donc ici on a un recensement de pas loin de 75 administrateurs et affiliés qui auraient eu accès à l'interface d'administration. Et c'est un extrait de ce que vous pouvez retrouver dans cet extrait de base de données. Et ce qui est assez drôle, c'est que vous retrouvez des mots de passe. Donc, en fait, vous voyez que dans la base de données, les mots de passe sont stockés, mais de manière, enfin, sont stockés en clair dans la base de données. Et vous retrouvez des exemples de mots de passe en dessous. Donc, Weekend Lover 69, Moving Bricks 69 420 et Logbit Prod 231. Donc, comme quoi, Logbit a.
a besoin de la sécurisation à faire. Côté publication, on a eu deux rapports de l'ANSSI. Donc, la première, c'est une attribution d'une douzaine d'attaques par le groupe APT 28, donc on en parlait juste avant. Donc, sur différents secteurs sur 4 ans, donc ministère, aérospatial, finances, collectivités territoriales, sport. Le rapport montre que les cibles privilégiées sont notamment les utilisateurs de RoundCube et aussi ceux qui sont les utilisateurs de Ukraine.net, Yahoo, Zebra Mail, Outlook Web Access, ou des softwares qui sont régulièrement utilisés. Le deuxième rapport présente un état des lieux des menaces cybernétiques pesant sur les réseaux des transports urbains, donc plus sur tout ce qui est les transports en commun qu'on utilise tous les jours, donc il présente les différents types d'attaques qu'on peut y avoir, donc celles qui sont plus à but lucratif, celles qui vont plutôt viser à déstabiliser, donc type des DOS, et celles qui sont centrées sur l'espionnage. Ils vont montrer aussi toutes les vulnérabilités et les faiblesses et la fragilité en fait des transports en commun par rapport aux impacts que ça peut avoir sur la vie de tous les jours, en l'occurrence des Français. Il apporte aussi des recommandations pratiques pour renforcer la sécurité des systèmes d'information dans le secteur des transports urbains. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil ou plutôt même lire les deux rapports. Côté Microsoft, alors ils ont réussi quelque chose. Ils ont eu l'autorisation du Conseil d'État pour l'utilisation des données médicales françaises. Donc on parle bien de données médicales à hauteur de 10 millions de Français. Et en fait, la sécurité qui a été mise a été estimée suffisante. Je cite, la certification spéciale hébergeur de données de santé de Microsoft, la pseudonymisation et la limitation de l'autorisation à 3 ans ont été des mesures suffisantes du coup pour permettre le traitement de leur côté. De plus, on a une absence d'alternative européenne actuellement qui serait prête à l'emploi. Les problèmes que ça pose, c'est par rapport au Cloud Act, donc pour rappel, qui permet aux autorités américaines d'avoir accès aux données européennes qui seraient hébergées chez Microsoft. C'est ce qu'on appelle actuellement, ce qu'ils ont mis, c'est une demi-décision en raison de l'urgence de solution. Ils auront une deuxième décision qui serait en finale dans quelques mois. Pour rappel aussi, tout ce point s'intitule autour du projet Darwin UE, qui est une ambition d'initiative européenne qui visait à cartographier les maladies et leur prévalence en population générale. Et du coup, ces données seraient hébergées sur les serveurs de Microsoft en Irlande. On vous a mis un outil, donc on a trouvé intéressant. On l'a catégorisé comme pouvant être intéressant pour la Purple Team. Un framework Python donc, qui s'appelle Llama Firewall. Donc on a mis qui sécurise vos LLM. Pourquoi? Parce qu'il va faire un. Donc le but, c'est de l'intégrer dans vos codes existants, Python ou peu importe. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va détecter différents types d'attaques donc liées à votre LLM. Est-ce qu'il y a des prompt injection, des jailbreaks ou des dérives d'objectifs? Juste pour rappel, prompt injection, c'est quand vous allez essayer d'injecter des instructions dans votre prompt, donc dans votre texte d'entrée, dans le but d'effectuer une action malveillante. Jailbreak, quand vous allez essayer de contourner les restrictions qui ont été définies pour votre modèle. Et les dérives d'objectifs, bah, c'est quand vous allez essayer d'écarter euh, les usages de base donc de votre modèle. Donc, il va détecter ça. Il va aussi essayer de détecter les vulnérabilités donc, via Code Shield, via une analyse de statique en temps réel. Donc, vous retrouvez par exemple l'outil très connu SendGrep, aussi l'usage de regex. Ça vous détaille donc, dans la documentation que CodeSheet supporte pas loin de 8 langages donc de programmation. Vous avez une surveillance en temps réel utilisée via un module qui s'appelle Alignment Check, qui utilise qui permet de voir justement si les décisions prises par votre LLM sont bien alignées avec vos attentes ou s'il y a un écart, bah, de vous bloquer l'action rapidement vu que c'est du temps réel. Et ensuite, bah, le fait que vous pouvez rajouter vous-même vos propres expressions régulières, vos propres scanners, pour essayer peut-être de détecter certains patterns, donc peut-être justement et vous assurer que vous n'avez pas de la doc sensible interne qui fuite. Utiliser des patterns, donc peut-être liés à votre nom d'entreprise, des noms de clients, ou des choses comme ça, ou même des phrases interdites, des types de contenus que vous voulez bloquer vers et depuis votre modèle.
Et puis en termes d'avantages, donc à part, enfin, vous ajoutez le fait que l'architecture est assez modulaire et facilement intégrable, que l'outil est facilement intégrable en production via une chaîne CI/CD. Voilà, donc ça c'était les gros événements en termes piratage et autres. Donc là on a quelques points business et politique. Donc ça, vous avez dû en entendre parler, ça fait beaucoup de bruit, donc surtout sur X et LinkedIn. Donc le fait justement que le programme CVE bah, a failli s'arrêter. Donc juste pour le petit point historique, donc le programme CVE c'est géré par Mitre Corporation depuis 1999, donc depuis plus de 25 ans. Donc le but ici, bah, c'est pour le programme CVE, c'est de participer très activement à l'identification et à la documentation des vulnérabilités. Donc, il recense depuis le début plusieurs centaines de milliers de vulnérabilités, donc connues aussi sous le nom de CVE. Donc, ce que vous voyez depuis le début de la présentation. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, le contrat, en fait, le programme CVE est, financièrement est géré par le gouvernement américain. Donc, c'est le gouvernement américain qui va fournir les pépettes. Et bah, le contrat, en fait, arrivé à échéance le 16 avril 2025. Et personne n'avait de nouvelles, avait l'information sur le fait que le contrat soit renouvelé ou pas. Et donc, ça a émis beaucoup de zones d'ombre et des doutes. Déjà, forcément, sur le renouvellement, dû au fait que, en ce moment, il y a beaucoup de restrictions budgétaires. Donc je dois vous faire un cours géopolitique sur la situation actuelle aux États-Unis. Et donc, ça a beaucoup de doutes sur cette partie. Et même Mitre avait des doutes parce que Mitre a envoyé une lettre, donc justement, pour annoncer l'échéance et les risques associés au fait que peut-être le contrat ne soit pas renouvelé. Mais heureusement, ça a été plus de peur que de mal. Le CISA donc, a prolongé le contrat pour une durée de 11 mois. Donc, a priori, on est encore tranquille pendant 11 mois. Et bon, après, hein, heureusement, ça vous le savez peut-être, mais aussi le fait que d'autres entités donc, qui sont indépendantes essayent de supporter aussi ce programme. Donc, je vous ai mis CE Foundation, donc, dans le but de s'assurer que, par exemple, si Mitre venait à ne plus se faire financer, que d'autres organisations puissent prendre le relais et pour s'assurer de la pérennité et de la neutralité du programme. Donc, qui sont de valeurs très importantes pour ce type de service. Un deuxième point sur WhatsApp, donc la lecture des messages par une IA. Donc Meta va implémenter une IA qui va résumer les messages non lus. Alors je vois ça tout de suite, elle est pas encore, elle est toujours en cours de développement. Le but c'est qu'elle s'active au bout d'un certain nombre de messages que vous aurez reçus, que ce soit dans les groupes ou dans les échanges privés, et qui vous propose de vous faire un résumé à partir d'une IA sur un de ses serveurs et ensuite de vous envoyer ça, évidemment de façon sécurisée, à l'utilisateur. Selon Meta, ils ont confirmé que les messages ne seront ni stockés ni consultés par WhatsApp, Meta ou une quelconque entité tiers. Bon, ça après derrière, on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne. En théorie, il est possible de bloquer ça avec la fonctionnalité de confidentialité avancée de l'application WhatsApp, qui permettrait du coup d'empêcher l'exportation des données et l'utilisation de Meta. Donc ensuite, si vous faites un peu de Dora, vous êtes sûrement au courant du point dont je vais parler là tout de suite. Donc le fait que, je ne sais pas si vous le savez, mais les entités financières donc, qui sont sujets à Dora devaient envoyer leur ROI, donc leur registre d'information, pour le 30 avril, donc pour ceux qui sont sous couvert de l'AMF. Donc la CPR, c'était le 15 avril. Donc l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Et donc cette date a été rallongée donc, pour plusieurs raisons. Déjà, sur le fait que les soumissions étaient assez catastrophiques. Donc déjà parce que le format attendu était pas clair, était mal documenté, et le fait qu'aucun réel validateur n'existe. Donc il faut soit développer le sien, soit utiliser des validateurs faits et proposés par d'autres sociétés. Et donc ça, plus le fait que la plateforme Rosa, donc, sur laquelle vous effectuez le dépôt du registre, ainsi que le support de l'AMF était un peu sous l'eau, déjà même plusieurs semaines avant le 30 avril, ce qui montrait que le 30 avril allait être compliqué.
Et puis aussi le fait que forcément, les entités financières, quand on leur dit qu'ils ont jusqu'au 30 avril pour soumettre leur registre, bah, commencent à travailler sur le registre le 29 au soir. Donc si vous ajoutez tout ça, vous avez une date prolongée jusqu'au 23 mai. Bon, après, je vous ai mis, on croise les doigts pour que cette prolongation soit suffisante, mais dans tous les cas, pardon, si on prend le cas de la CPR, même si on est un mois après la date finale, donc le 15 avril, bah, il est toujours possible de soumettre sur leur application. Donc, a priori, même après le 23 mai, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Mais bon, sinon, on peut tenir les délais. Un point sur les conférences, donc vous avez la liste des conférences à venir. Donc, vous pourrez voir ça dans les slides fournis si ça vous intéresse. Certains en connaissent peut-être le Shadow IT. Maintenant, je vais vous parler du Shadow AI. Donc, c'est l'utilisation régulière d'une IA avec les données d'entreprise sans le consentement de l'entreprise. Donc, je vous invite à lire la petite étude qui a été présentée. Donc, ce serait l'utilisation de comptes personnels, de comptes mail personnels. Donc, environ 68% des utilisateurs cachent cette utilisation à leur patron. Évidemment, l'IA utilisée, c'est principalement ChatGPT, même s'il y a d'autres qu'on utilise aussi. Et on rappelle que ChatGPT, lorsque vous utilisez l'offre gratuite, elle n'assure pas la protection des données. Selon les types de données qui seraient utilisées, donc on a plutôt une baisse des données sensibles des clients au profit d'une hausse des données de code source et de données personnelles identifiables avec des fichiers plus de type PNG, PDF, DocX et XLSX. Donc ça, quelque chose que j'hésitais à mettre en outil, mais que je vais aussi vous mettre là en termes... bon, je ne savais pas forcément où le placer. Donc vous savez que vous ne pouvez pas forcément passer sur Windows 11 si vous ne remplissez pas une certaine liste de prérequis, dont le fait, par exemple, d'avoir une puce TPM 2.0, d'avoir le Secure Boot d'activer et d'avoir forcément des CPU donc, qui supportent Windows 11. Donc, vous avez un outil qui s'appelle Flyby 11 qui est disponible, qui est un assistant qui justement vous permet, même si vous ne remplissez pas ces prérequis, de pouvoir quand même passer sur Windows 11 24H4. Et donc, comment il fonctionne en fait? Donc, il va utiliser le programme d'installation que vous avez sur Windows Server. Donc, pourquoi? Parce que justement, quand vous passez par ce programme d'installation, vous pouvez omettre toutes les vérifications de compatibilité matérielle, donc ce qui nous intéresse dans notre cas. Vous avez ensuite l'installation standard de Windows 11, même si vous êtes en mode serveur. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que vous téléchargez et montez automatiquement l'ISO. Il y a un script qui est donc poussé dans l'outil. Et donc, comme ça, vous n'avez rien à faire. Vous lancez l'outil et tout se fait tout seul. Donc, ce qui est cool, c'est que le français est disponible et les seuls points noirs, on va dire, de l'outil, même s'il en fait déjà beaucoup, c'est qu'il ne fonctionne pas sur des processeurs très anciens qui ne supportent pas, entre autres, l'instruction SSE 4.2, donc qui a enfin, une sorte qui a un ensemble d'instructions qui avait été poussé par Intel et qui permet justement de traiter de la donnée en parallèle, en masse. Donc ça, c'est vraiment sur les très vieux processeurs qu'on ne retrouve pas cette instruction, ce jeu d'instructions même, pour être plus précis. Et l'autre point noir, c'est que Microsoft Defender peut détecter l'outil comme un hack tool. Bon, a priori, vous désactivez Defender et puis le tour est joué. Donc, c'est pas non plus très grave. Ensuite, donc côté FortiOS, donc 7.6.3, on a une fin de support donc, du VPN SSL, ce qui est assez impactant quand même. Surtout, je le vois beaucoup en tant que consultant. Donc là, je vous ai cité un extrait sorti par Fortinet. Donc à partir de FortiOS 7.6.3, le mode tunnel VPN SSL n'est plus supporté. Toutes les configurations existantes liées au mode tunnel VPN SSL, y compris les politiques de pare-feu associées, ne sont pas mises à niveau des versions précédentes vers FortiOS 7.6.3. Donc forcément, une fin dans FortiOS 7.6.3, ça s'accompagne également d'une fin de support de la feature côté FortiClient. Et pourquoi ce choix a été fait? Bah, parce que Fortinet vous pousse à passer du VPN SSL au VPN IPsec qui vous fournit également, sachant que le VPN IPsec est pris en charge nativement dans FortiClient et dans FortiOS.
Après, même si on fait un bond dans la sécurité, donc aussi ce choix, parce que si vous avez suivi, il y a beaucoup de vulnérabilités qui sont sorties sur VPN SSL. Et donc ça veut dire que l'équipe a besoin de se concentrer aussi sur le maintien du VPN SSL. Donc si, au-delà de faire un bond dans la sécurité, c'est aussi le but de se recentrer sur des technologies plus importantes. Et ici, c'est de se centrer sur le VPN IPsec. Donc vous avez quelques retours forcément qui sont mitigés. Déjà, le fait que certains utilisateurs aimeraient bien voir WireGuard arriver. Le fait que on reste toujours dans une sorte d'incompatibilité avec les solutions ZTNA proposées aussi par l'outil, donc les solutions Zero Trust, donc qui n'ont pas l'air d'être toujours priorisées par Fortinet. Alors, retour sur l'incident du collège de La Salle. Donc, c'est un collège qui est à Brive en Nouvelle-Aquitaine. Donc, ils ont eu un ransomware en janvier 2025. C'est arrivé depuis un mail piégé ouvert par un salarié. Ça a entraîné un blocage des systèmes, une perte des informations et une demande de rançon à hauteur de 8 000 euros. Le plus grave a été la perte des bulletins scolaires. Parce que autant derrière le rectorat, lui, de son côté, ils ont une copie des diplômes, autant ils n'ont aucune copie en termes de bulletins scolaires. Et ça a eu beaucoup, gros impact pour le collège, pour les orientations ensuite et pour les parents d'élèves. De son côté, le collège a mis en place un système de sécurité à hauteur de 25 000 euros, avec du renforcement de la sécurité de la messagerie, du MFA, de la redirection de mails bloqués, des mots de passe robustes, une solution anti-spam. Après, on rappelle bien que mettre en place des solutions, c'est bien, mais il faut des personnes derrière pour superviser tout ça. Donc, sachant que pourquoi on a mis ce point-là dans divers, c'est plus sur le côté cocasse des 25 000 euros de solution, même si on aurait pu le mettre aussi dans ransomware. Et le dernier point, donc une fin de feature côté Microsoft Authenticator. Donc vous allez plus avoir la possibilité d'utiliser l'auto-remplissage des mots de passe. Donc a priori, ça va être assez progressif puisque la suppression va se faire en trois étapes. En juin 2025, vous n'aurez plus la possibilité d'enregistrer des mots de passe dans l'application. Juillet 2025, l'auto-remplissage, oui, bon, une petite coquille, l'auto-remplissage ne fonctionnera plus et les informations de paiement qui sont actuellement stockées dans l'application seront supprimées. Et en août 2025, les mots de passe ne seront plus accessibles depuis l'application. Donc, a priori, vous avez jusqu'à août 2025 pour traiter cette information. Et pourquoi ce choix? Bah forcément, c'est de migrer tous les utilisateurs vers son autre solution phare, qui est Edge, donc le navigateur, pour ce type de besoin, donc le stockage des mots de passe et l'auto-remplissage. Donc Microsoft vous fournit des outils de la documentation détaillée pour vous expliquer comment effectuer le transfert donc des données qui sont en Microsoft Authenticator vers Edge. Et puis moi, je vous rajoute l'indication, même si vous le savez déjà, qu'il est conseillé, très fortement conseillé, de ne pas stocker vos mots de passe dans votre navigateur, parce que vous avez d'autres solutions type coffre-fort de mots de passe qui sont là pour ça. Et si vous avez même de la chance, vous avez peut-être des solutions qui sont déjà proposées par votre entreprise. Et voilà. Et donc, prochaine réunion le mardi 10 juin 2025, donc prochaine revue d'actualité. Et vous avez, comme d'habitude, accès aux différents supports, que ce soit la vidéo ou les slides, sur soit la chaîne YouTube, soit le site aucir.org. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être couper l'enregistrement.